aujourd'hui à la Maison du Danemark pour discuter des sujets de décarbonation de l'industrie. Nous, aujourd'hui, nous allons parler plutôt de décarbonation de l'industrie pharmaceutique au Danemark. Donc, en vous présentant quelques éléments de contexte pour commencer et du coup, vous expliquer notre démarche en tant qu'ambassade. Et ensuite, on va vous présenter quelques études de cas que nous avons d'industriels pharmaceutiques au Danemark et par la suite, donc, l'intervention de Novo Nordisk qui vous présentera donc quelques éléments sur leur site de production de Chartres. Donc, sans plus tarder, quelques éléments de contexte. Donc, ma collègue l'a mentionné en introduction. Le Danemark a donc entamé sa transition énergétique dans les années 80, donc qui en font aujourd'hui en Europe un des pays qui est le plus ambitieux sur les problématiques de changement, enfin de transition énergétique, avec donc comme objectif d'ici 2030 de décarboner la réduction des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, de moins de 70%, qui est un peu au-dessus donc des objectifs fixés donc par le Fit for 55. Et donc un des piliers de cette transition, en plus de l'énergie éolienne et des réseaux de chaleur, et donc l'efficacité énergétique dans l'industrie. Depuis les années 90, en fait, le Danemark est donc un des premiers pays européens à avoir mis en place donc, ce qu'ils appellent des Energy Efficiency Obligations, donc, qui ont obligé certains industriels, notamment les compagnies de distribution d'énergie, à la réalisation des audits énergétiques donc obligatoires et donc avec des seuils d'émissions à respecter. Donc cette mise en place très tôt de cette politique a donc permis au Danemark d'avoir une expertise dans l'industrie, notamment de la santé et de l'agroalimentaire. Donc au Danemark, il y a très peu d'industries lourdes comme les raffineries, où il y a quand même quelques cimenteries. Et donc, si on met ça en perspective, le Danemark représente 0,07% de la population mondiale et n'émet que 0,1% des émissions de gaz à effet de serre globales. Donc, aujourd'hui, pour avoir un impact plus global et surtout un impact plus grand, donc le Danemark, aujourd'hui en France, donc avec les plans de relance et le plan France 2030 qui a été annoncé, et aussi le besoin de réindustrialisation en France suite à la crise sanitaire, notamment de l'industrie pharmaceutique. Donc le Danemark a envie donc de profiter de cette dynamique pour engager donc un dialogue interpays sur les sujets donc de décarbonation, donc, et partager son expérience pour avoir un impact, comme je disais, plus global, étant donné que la participation des émissions de gaz à effet de serre du Danemark est très faible comparé à d'autres pays. Donc, notamment, on peut parler de la longue expérience des Danois sur les audits énergétiques et les conseils en matière d'économie d'énergie. Et donc, le fait que les discussions sur ces sujets-là ont été entamées très tôt et donc constitué des partenariats publics-privés qui ont permis donc des innovations très fortes sur les sujets d'efficacité énergétique. Notre démarche en tant qu'ambassade du Danemark a donc été premièrement de comprendre le contexte en France, donc de comprendre la dynamique, de comprendre les thématiques focus, donc récupération de chaleur fatale, électrification ou encore production de chaleur renouvelable. Donc l'adhérence en partie à Alice a donc permis, a donc constitué donc ces premières étapes de comprendre le contexte en France. Ensuite, donc, de présenter l'approche danoise des industries durables, donc qui, comme j'expliquais, qui est plutôt une approche intersectorielle avec donc intégration globale donc, du système énergétique et une approche holistique où on parle d'efficacité des ressources. Donc, ça prend l'énergie, l'eau notamment et d'autres ressources.
et avec une politique énergétique qui implique donc plusieurs niveaux de participation et, et donc, comme j'expliquais, donc l'obligation d'audit énergétique pour les grands utilisateurs d'énergie. Dans l'intérêt de notre démarche, c'est donc de pouvoir collecter, de partager l'expérience danoise. Et aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est partager des études de cas qui illustrent concrètement les solutions mises en place par les acteurs industriels danois et notamment sur le secteur pharmaceutique. Pour commencer les études de cas, nous en avons deux d'entreprises danoises, donc Lundbeck et ALK. Donc Lundbeck, c'est une société pharmaceutique danoise qui a été fondée donc en 1915 et qui est un producteur de médicaments pour le système nerveux central. Ils ont des sites de production au Danemark, en Italie et en France, et des objectifs de réduction d'émissions de CO2 assez élevés, donc 70% d'ici 2035 par rapport au niveau de 2016. De l'autre côté, nous avons donc ALK, qui est pareil, un laboratoire pharmaceutique qui a été fondé un peu plus tard, donc en 1923, et qui est spécialisé, lui, dans la recherche et le développement des médicaments destinés donc à la prise en charge des allergies respiratoires. Et donc, ils ont aussi des sites de production en France. Et comme objectif, c'est réduire de 65% les émissions de CO2, donc du scope 1 et 2, d'ici 2025 par rapport à 2019. Donc, ce qui est important de voir aussi, c'est que dans le secteur pharmaceutique, la grande partie des émissions de CO2 de ce secteur est issue donc, du scope 3, donc sur l'approvisionnement et le packaging des produits. La première étude de cas que nous allons présenter, c'est ALK, donc c'est l'élimination progressive du plastique dans les sites de production français. La société est partie en fait d'un questionnement qui était d'améliorer en fait, l'emballage de leurs produits au profit des patients et des professionnels de santé. Donc la problématique était les anciens emballages étaient faits en plastique et lors du moulage de plastique, il y avait donc l'intégration donc de couleurs, d'informations sur le produit, et ça rendait difficile de différencier les produits pour non seulement les professionnels de santé, mais aussi les clients. Donc c'était juste à la base une idée d'amélioration en fait de l'expérience client. Donc l'entreprise a décidé, c'est un peu décalé. L'entreprise a donc décidé en 2019 en France de remplacer l'utilisation du plastique par du carton biodégradable, donc certifié pour donc l'exploitation de forêts de façon durable pour une gamme de leurs produits. Et donc l'idée, ça a été de remplacer ce plastique, donc de s'approvisionner en carton biodégradable et grâce à l'utilisation d'une imprimante 3D, de façonner donc l'emballage de leurs produits, et comme ça l'entreprise avait donc une plus grande maîtrise sur le process de fabrication et pouvait donc différencier plus clairement les produits et donc ainsi améliorer l'expérience client. De plus, l'entreprise s'est rendue compte que le fait de passer au carton améliorait en fait leur sécurité d'approvisionnement parce qu'il y avait beaucoup plus de fournisseurs disponibles sur le marché. Et donc, en termes d'impact concrètement de cette solution, donc ils ont réalisé une économie de 65% de leur coût de transport, donc dû au plus grand volume de carton qui peut être transportable comparé au plastique, et une économie donc, de 95% des émissions de CO2, donc sur le scope 3, en fait sur l'analyse de cycle de vie comparé du carton et du plastique. Globalement, il part de 160 tonnes de CO2 pour le plastique sur l'analyse de cycle de vie contre 6 tonnes de CO2 pour le carton. Donc ici, on a un exemple de pragmatisme et de durabilité en fait qui a été mis en place par cette société. Et aujourd'hui, cette solution, elle est sur une gamme de produits et l'entreprise projette donc de la reproduire sur toutes les autres gammes de produits.
À noter que la phase de test a effectivement duré 2 ans et donc il y a eu plusieurs tests qui ont été faits. La deuxième étude de cas par Lundbeck, c'est donc le recyclage des solvants qui sont achetés donc, pour la production de principes actifs pharmaceutiques. Donc l'entreprise s'est fixé en 2021 un objectif de recycler 60% de leurs solvants d'ici 2021. Donc aujourd'hui, ils en sont en 65, donc ils sont au-dessus de leur prédiction. Et ils ont choisi cette solution dans un souci premier de réduction de coûts, parce qu'en effet, dans la fabrication des principes actifs, l'approvisionnement en solvant constitue donc des coûts importants sur le processus. Et donc, cette solution leur a permis d'éviter une estimation de 19 200 tonnes de CO2 par an. Et donc, l'entreprise a encore des objectifs plus élevés qui sont de recycler 80% de leurs solvants avec donc l'ajout de 3 solvants supplémentaires d'ici 2022. Présenter donc c'est très simple pour présenter le processus. Donc il y a donc la matière première qui est achetée, donc l'achat de solvants. Ensuite, on utilise des solvants pour la fabrication de principes actifs. Les résidus de solvants sont donc pré-traités et donc envoyés dans une usine de recyclage, donc une distillation qui est équipée d'une chaudière à vapeur qui on va dire, qui fonctionne au bio-huile. Et donc les déchets, donc il y a une partie aussi gestion des déchets parce que le taux de recyclage n'est pas de 100%. Et ensuite, les solvants recyclés réintègrent donc le processus initial. Et ceci peut être fait, un solvant peut être recyclé à l'infini, d'après les dires de l'entreprise. Et donc, 7 types de solvants sont recyclés aujourd'hui. Donc, il y aura l'ajout de 3 solvants bientôt. Et le recyclage, ils ont choisi le recyclage interne comme meilleure solution parce qu'effectivement, les solvants qui sont contaminés peuvent être utilisés dans d'autres secteurs, notamment pour la peinture. Mais ils ont choisi donc de le recycler. Donc le coût énergétique supplémentaire qui est dû donc à l'installation de l'usine de recyclage et du processus de distillation est moindre comparé au coût d'approvisionnement des solvants. De plus, la quantité d'énergie, ils ont estimé que la quantité d'énergie qui est nécessaire pour recycler ces solvants est inférieure ou du moins égale à la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer le même volume de solvants par leur fournisseur de solvants. Et en termes de bénéfices environnementaux, donc on a une réduction de volume de matières premières achetées du fait du recyclage, donc moins d'émissions de CO2 sur le scope 3. Et on a aussi une réduction donc des déchets, parce que plus de solvants sont recyclés, donc on a moins de déchets qui sont brûlés notamment, donc une réduction qui est évaluée à 100 tonnes de CO2 par an. Voilà, et donc dans les projets de l'entreprise, l'idée ce serait donc d'essayer de remplacer les solvants qui sont achetés aujourd'hui par des solvants qui seraient produits notamment avec des produits issus du Power-to-X, donc avec l'hydrogène, donc du méthanol qui serait fabriqué à partir d'hydrogène renouvelable, donc pour avoir des solvants qui sont plus fabriqués avec des produits fossiles. Donc voilà pour ces 2 études de cas. Je ne sais pas, vous avez des questions? Oui. Avant de recycler les solvants, j'imagine qu'ils étaient brûlés dans un incinérateur sur place. Quel delta de consommation énergétique entre l'incinérateur et le processus de distillation? Alors, j'ai pas le chiffre, le delta en question, mais ça, c'est une question qu'on pourrait remonter à l'industriel. Mais globalement, ce qu'ils ont estimé, c'est que
le fait de recycler les solvants, enfin, il y avait moins donc, de solvants à incinérer, et donc ça fait moins de quantité, donc moins d'énergie utilisée pour incinérer les solvants. Donc ils ont estimé plutôt ce delta-là, plutôt que comparer entre l'énergie d'incinération et l'énergie de distillation. Ils ont comparé plutôt la distillation au processus de fabrication en amont des solvants, en disant que ce processus de recyclage est soit moins énergétique, soit tout du moins égal au processus de fabrication du solvant par le fournisseur qui, lui, produit, enfin, son activité, c'est de fabriquer des solvants. Voilà. Ok, merci. Et du coup, si vous leur posez une question aussi d'un point de vue température, parce Oui. que du coup, pour les incinérer, c'est au-dessus de 600 voire 700 degrés. Quid de la température pour les distiller? D'accord, ça marche. Je vais montrer la question. Donc, s'il n'y a plus de questions, juste pour mentionner que donc, dans la suite de notre démarche en tant qu'ambassade pour cette année, nous avons, grâce à notre collaboration avec l'Agence de l'énergie danoise, des possibilités donc, de réaliser des examens énergétiques chez des industriels en France avec une approche danoise. Donc, ces examens seraient gratuits. Et donc, pour pouvoir continuer ce dialogue en amenant une approche plutôt nouvelle et une vision danoise sur les gisements d'énergie et donc les moyens pour réaliser des économies d'énergie. Donc, si jamais vous avez des contacts ou si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Juste pour préciser, uniquement pour des industries du secteur pharmaceutique ou pour toute industrie confondue? Non, aujourd'hui, nous sommes partis sur le secteur pharmaceutique, le secteur de la chimie et le secteur agroalimentaire. Merci. Voilà, super. Bon, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Et pour la dernière présentation de la matinée, on a le plaisir d'accueillir Xavier Roch de Novo Nordisk, voilà, qui va nous faire un retour d'expérience. Bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Roch, je suis le directeur production du site de Chartres. Je travaille sur le site de Chartres depuis 27 ans, donc je vais vous parler un peu de l'histoire. Donc je l'ai vécu en partie. Donc je vais essayer de vous donner des exemples de ce qu'on peut faire en tant qu'industriel et quelles sont les problématiques sur lesquelles on fait face. Et un certain nombre d'exemples, je pense, qui sont applicables. Vous parliez de l'industrie chimique ou autre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, nous, sur le site industriel, qui peuvent être dupliquées dans d'autres industries. Et on verra tout à l'heure. Juste en 2 mots, Novo Nordisk, c'est une entreprise danoise, et c'est pour ça qu'on intervient juste après. C'est important de le dire, parce que la culture danoise a un gros impact sur la manière dont on va dire, drivé la conduite sur l'énergie, et c'est présent depuis de nombreuses années, j'y reviendrai tout à l'heure. Globalement, 48 000 personnes travaillent dans le monde, on est présent dans 80 pays. Principalement, les sites de production, on en a 5 majeurs. Donc, on a forcément le Danemark, la France, les États-Unis, le Brésil et la Chine. Et donc, c'est un volume assez important. On est leader mondial dans le traitement du diabète, mais pas seulement. Aujourd'hui, avec comme vous voyez, des chiffres de progression qui sont des fois inquiétantes. Quand on voit qu'il y a une bonne pour le business d'un autre côté, mais inquiétante pour la santé des personnes. C'est juste pour revenir en 2 mots. Globalement, en France, on a le site de la Défense qui sert toute la partie, on va dire, distribution et commerciale, et le site de production sur le site de Chartres. Si on fait un zoom sur le site de Chartres, globalement, aujourd'hui, on est présent depuis 1961 sur le site. Il y a environ 1200 personnes, en pleine progression, puisqu'aujourd'hui, on frôle les 1300 et on va continuer de grandir. Et on est le premier employeur du département. 2 mots, aussi une problématique liée à l'énergie, parce que, comme vous pouvez voir, le site, on a investi environ 500 millions d'euros ces dernières années, et du coup, c'est aussi une problématique de grandir trop vite quand on fait de l'optimisation énergétique, puisqu'on rajoute des bâtiments supplémentaires et du coup des consommations supplémentaires. Potentiellement, comme on n'a pas le temps d'arrêter, on rajoute des équipements supplémentaires pour couvrir les consommations ou les besoins d'air comprimé, de vapeur, etc. Donc c'est aussi une problématique qu'on a dû appréhender pendant la période et qu'on est toujours en cours, parce que la journée n'est pas finie, et au contraire,
il y a encore plein de choses à faire sur le site de Chartres. Globalement, c'est les produits qu'on fait. Je vais rentrer, on fait des cartouches donc injectables donc en milieu stérile. Donc la partie peut se faire contrôler est très importante sur toute la partie production du produit semi-fini. Et après, on a différents devices. J'en parlais aussi tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, c'est du plastique, donc ce n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Donc ça, on travaille aussi dessus. Et ensuite, on a une partie flacon qui est plutôt sur les pays en voie de développement. On utilise encore l'ancienne version qu'on avait il y a 40 ans au niveau de l'insuline. Notre but, c'est forcément de supprimer notre impact environnemental. Et pour cela, la société a lancé depuis, comme le disait tout à l'heure l'intervenant, je pense que depuis plusieurs décennies, les Danois sont vraiment au cœur de notre impact environnemental. Et depuis 4 ans, on a lancé une nouvelle initiative, une nouvelle stratégie, ce qu'on appelle Circular for Zero, de manière à couvrir toute l'amplitude de notre impact carbone sur la planète, tout simplement. Donc on a toute une partie qui est sur la partie fournisseur sur laquelle on a commencé à travailler. C'est peut-être celle qui est on va dire, qui est la moins aboutie pour l'instant, puisque quand on regarde notre bilan carbone au niveau du groupe, c'est principalement forcément les sites de production. Le deuxième pilier, c'est toute la partie distribution. Et sur la partie distribution aujourd'hui, forcément, tant qu'on n'aura pas un mode de transport. Alors, je sais qu'en Suisse, il y a des camions à l'hydrogène qui commencent à tourner. Donc, on regarde assez ce qui se passe de ce côté-là, puisque potentiellement, demain, si on peut, on switchera sur une distribution, un transport à l'hydrogène, si ça fonctionne correctement. Deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui touche les sites de production. Donc, c'est vraiment supprimer notre empreinte carbone, éliminer le gaspillage d'énergie et de ce qu'il y en a, aussi bien de l'eau, des matériaux. Tout à l'heure, on parlait du recyclage plastique. Le plastique, typiquement, on essaie de l'abolir. On a toute une partie sur la partie déchets. On a des objectifs très ambitieux sur cette partie-là. Elle n'est pas simple, parce que quand vous transportez des médicaments, il y a un certain nombre de précautions à avoir pour éviter les cracks sur le verre, tout simplement. Et aussi, à cause de ça, on a des emballages, du polystyrène, du plastique, et là, on est en train de travailler pour essayer de simplifier aussi cette partie-là. Et pour la dernière partie, aussi, on essaye d'avoir des initiatives pour supporter nos filiales, pour réduire leur impact environnemental. Dernier point, comme je vous le disais tout à l'heure, on produit des stylos injectables. C'est une grosse partie de notre production pour différents produits. Et forcément, j'en ai en plastique. Donc, il y a un certain nombre de nos initiatives qui sont en cours. Il y en a plusieurs. La première, il y a un programme qui s'appelle Return Pen, en anglais, excusez-moi, mais le retour des stylos, en fait, qui va être lancé en France cette année, qui a été déjà lancé au Brésil et au Royaume-Uni l'année dernière. C'est-à-dire qu'on va les collecter auprès de nos patients, l'ensemble des stylos usagés, qu'on va ensuite recycler. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives. Donc, ça c'est une des options. L'autre option, on est en train de réfléchir, et ça, on va peut-être faire une machine arrière de plus de 30 ans, puisqu'on a, par le passé, on avait un stylo injecteur durable, où on venait simplement rajouter la cartouche à l'intérieur. Et là, on se pose les problématiques de re-switcher, c'est-à-dire de revenir sur des stylos durables, de manière à ce que le patient puisse recharger avec sa cartouche. Donc voilà les sujets en cours sur cette partie-là au niveau patient. Et bien entendu, on travaille aussi sur des nouveaux designs de stylos qui sortiront dans quelques années pour être partir sur des matériaux recyclés. Alors, c'est pas simple parce que quand on parle du verre, par exemple, le verre, on fait des traitements thermiques jusqu'à plus de 300 degrés sur la cartouche. Donc, il y a des silicates à l'intérieur, par exemple. Et typiquement, ça, c'est très difficile à recycler. Même si on peut trouver des filières en France pour faire de l'isolation, par exemple, ou des choses comme ça qu'on essaye d'identifier et d'utiliser aujourd'hui de plus en plus. Quelques chiffres en termes de réduction de carbone. Moi, ce que je vous propose, c'est au niveau du groupe. C'est vous dire qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau du site de Chartres et comment on l'a traduit sur le site. Ce qui est important de comprendre, c'est comment, on vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est dans la culture et ça a commencé il y a bien longtemps. Quand je dis il y a plus de 20 ans, c'est vraiment il y a plus de 20 ans. Et comment ça a commencé à cette époque-là? C'est tout simplement le groupe a mis une structure en place en obligeant déjà tous les sites à faire des audits énergétiques tous les 2 ans. Donc ça, c'est devenu obligatoire pour l'ensemble des sites. Et ça, je vous parle dans les fins des années 90. Deuxième option, c'est sur Royal de l'accompagne aujourd'hui, c'est l'ingénieur énergie, c'est-à-dire qu'on a identifié ce qu'on appelle, nous, en notre jargon interne, un energy steward par site, et on a commencé à monter un networking pour savoir quelles étaient nos consommations et de les identifier. Parce que, comme on dit, le gaspillage, souvent, quand on fait des conceptions de bâtiments
ou de process, on demande au fournisseur, vous avez besoin de quoi? Ouais, vous mettez, j'ai besoin de 4 bars à tant de degrés, telle température, peu importe, ou telle humidité. La plupart du temps, on est large, quoi. Mais chaque pourcentage d'humidité, ou chaque degré, ou chaque dixième de degré coûte à l'entreprise. C'est ça aussi qui est important de savoir. Donc, à ce moment-là, donc ça a commencé, donc l'organisation a changé, la volonté de faire des audits énergétiques tous les 2 ans, mise en place aussi énormément de monitoring, c'est-à-dire mise en place de compteurs électriques sur des installations, compteurs vapeur, etc., de manière à identifier. Et ensuite, on fait une fois par an un mapping sur l'ensemble de l'énergie sur site pour identifier quelles sont les plus gros consommations d'énergie et pour voir comment on peut les attaquer et réduire notre consommation. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous ai donné quelques chiffres qu'on a réalisés sur l'île de Chartres. Si on regarde, le site fait environ 40 000 m² aujourd'hui. On a fait un dernier bâtiment de 10 000 m² il y a 2 ans, maintenant, un peu moins de 2 ans. Vous avez vu, on a réduit de 2,9 gigawatts en augmentant le périmètre. Sur le périmètre constant, on était à 3,8 gigawatts de consommation en mois. On a fait la même sur l'eau, parce que ce qui est important, c'est quand on parlait du plastique, on parlait de toutes les ressources, mais on regarde sur la partie eau. Et sur l'eau, je suis fier des équipes parce que il y a eu 80 000 m³ d'eau qui ont été économisés en 5 ans, et je veux dire sans aucun euro d'investissement. Donc c'est important parce que quand on voit le prix de l'énergie, et je peux vous dire qu'elle a augmenté depuis le début de l'année, parce que sur les 2 premiers mois, on est déjà à plus de 500 000 euros par rapport à l'année dernière. Donc je peux vous dire que l'énergie augmente et l'eau augmente aussi. Donc c'est un magnifique résultat. Et tout ça encore, c'est gaspillage, observation du process, savoir qu'est-ce qu'on a besoin, quelle température. Maintenir une boucle d'eau à 80 degrés, ça coûte, si on a besoin de l'eau à 60, on maintient 60. C'est tout. Et on ne dépense pas. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives. Des choses très simples, des choses d'observation encore de process. Typiquement, j'ai besoin de remplir une cuve. On utilise des distillateurs pour faire de l'eau pour préparation végétale. Un distillateur, quand il va commencer à produire, il va flusher à l'égout environ 1 m³, juste pour vérifier ses paramètres des qualités d'eau ultra pures, avant de remplir la cuve. Si on démarre 15 fois dans la journée, 15 m³ à l'égout, alors que vous êtes sur l'eau PPI, c'est une eau qui est déjà autour de 50 ou 60 euros du mètre cube. Donc, c'est pas du champagne, mais presque. Quoi. Donc, ça commence à devenir cher. Donc, du coup, par ces optimisations de process, et via toute l'équipe, donc ça passe forcément par Ariel qui est ingénieur énergie, mais aussi dans toutes les équipes, les techniciens, les opérateurs, de manière à se poser les bonnes questions. Donc ça, c'était des actions qui ont été faites. Et je vous dis, la première année, forcément, et si vous en parlez, vous direz, oui, ben, le boss nous a dit qu'il faut faire moins 10%, vous vous débrouillez, on fait moins 10%. Oui, j'ai peut-être fait ça la première année, je l'avoue. Mais non, mais après, plus sérieusement, tout le monde s'est pris au jeu et à chaque fois, on a retrouvé des idées ou dire, tiens, à un moment donné, on a un flush qui se passe là, mais pourquoi on fait le flush? À quoi ça sert, etc. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de récupérer. Donc voilà. Et puis le dernier bâtiment qu'on va construire, c'est fier du résultat, parce je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qu'on a mis en place pour. On a le dernier bâtiment par rapport au bâtiment qu'on avait construit en 2004, on consomme moins de 50% que le bâtiment construit en 2004. Donc ça aussi, c'était un beau résultat sur le site de Chartres. Là, j'ai mis juste un exemple pour vous montrer un peu comment l'analyse est faite au niveau corporate. Donc, en fait, avec les différents drapeaux, vous voyez les différents sites de production dans le monde. Et aussi, quand on parle ressources, à la fois à zéro décharge. Alors, typiquement, il y avait un des premiers points qui était sur les déchets, de dire on ne fait plus d'enfouissement. Donc ça, et malgré tout, on en faisait encore. Donc il en reste encore cette partie-là. Le Brésil vient de s'effacer et le Danemark aussi. Il ne restera plus que les États-Unis. Alors c'est un peu plus compliqué aux États-Unis parce qu'ils sont un peu moins ouverts sur la partie environnementale et surtout en filière de traitement, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, voilà, c'est pour donner des exemples. En termes de ressources, on mappe aussi le monde par rapport à la localisation des sites de production. Et on se dit aujourd'hui, typiquement la France, on n'était pas dans la zone à risque il y a 3-4 ans. Et depuis 2 ans, on a été flagué dans les zones à risque de pénurie à l'horizon des 30 ou 50 prochaines années. Donc ça, c'est pris en compte. Et derrière, on découle toute une stratégie, forcément d'économie de l'eau, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'eau pour tous les process pharma, surtout d'injectables. Mais malgré tout, là, on est en train d'ouvrir des discussions avec les autorités dans des différents pays pour essayer de voir si tous les eaux de rejet, parce qu'on utilise de l'eau beaucoup pour stériliser, pour laver, pour récupérer tout ça.
de manière à pouvoir réinjecter comme de l'eau de vie dans notre process, parce que c'est de l'eau qui est relativement propre et sur laquelle on pourrait réutiliser. Après, c'est des aspects réglementaires qui sont un peu plus difficiles et sur lesquels il faut qu'on avance sur cette partie-là. En détail de quelques exemples. Là, typiquement, c'est la réflexion qu'on avait au niveau de l'énergie et comment on pouvait avoir, on va dire, l'énergie verte pour l'ensemble du site. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 4-5 ans. Un des premiers défauts, et vous en avez parlé tout à l'heure, toute la partie forcément décarbonisation, la première marche correspondait à l'ensemble des émissions CO2 sur la partie électrique. Cette partie-là, forcément, comme on est en nucléaire en France, il y a très peu de carbonisation et c'était uniquement montant. Donc on est sur un volume à peu près de un peu plus de 60 gigawatts sur le site, à peu près, on va dire 32, 28, la différence entre le gaz et l'électricité. Donc ça, c'est la première réflexion. Donc forcément, on est parti, on a travaillé avec le Danemark et l'ensemble des sites dans le monde ont réfléchi par rapport à des ressources disponibles. Donc nous, on est parti sur de l'éolien. C'est le cas avec le Danemark, on a signé un contrat ensemble. Pour la Chine, ils sont partis de l'éolien parce qu'il y avait une ressource disponible en éolien. Sur les États-Unis, ils sont plutôt partis en solaire. Et sur la partie Brésil, c'est principalement l'hydraulique qui sert à la production d'électricité au Brésil. Donc, ils étaient déjà, on va dire, verts au niveau. Ensuite de ça, on s'est dit, OK, on va enlever la partie électricité. Donc, il nous reste la partie gaz. Donc, à ce moment-là, il y a 4-5 ans, on a commencé à prendre des contacts avec l'ADEME pour essayer de comprendre les mécanismes, parce qu'on continue d'apprendre, on parlait mécanismes des subventions à l'ADEME, mais aussi des C2E, etc. Donc nous, on continue d'apprendre tous les jours par différents processus. Donc on a commencé à travailler là-dessus pour se dire, OK, comment on pourrait installer une chaudière biomasse. Alors c'est des choses qu'on avait discutées il y a très longtemps, mais à l'époque, la filière bois était très peu développée en France, et on n'avait pas voulu y aller, je me rappelle des discussions qu'on a eues il y a 15 ans, pas voulu y aller parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas notre métier, on ne va pas s'amuser à créer une filière bois uniquement pour un labo-pharma. Notre but, c'est de fabriquer des médicaments et pas développer une filière bois. Donc, on a commencé une discussion, on a monté un projet. Alors, c'était pas compliqué parce que, pour la petite histoire, quand j'ai présenté le projet au Danemark, une semaine avant, c'était la une de tous les journaux au Danemark. Vous disiez le procès de la biomasse à ce moment-là. Parce qu'en fait, il s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de bois qui étaient utilisés au Danemark qui venaient de l'Europe de l'Est, voire de plus loin. Donc à ce moment-là, et je suis arrivé une semaine après pour présenter mon projet, et ça a été très compliqué de parler de l'ADEME, de toute la procédure et toute la réglementation qu'on a pour respecter les 150 km, etc. Donc ça a été un travail, il a fallu faire beaucoup d'explications de texte, mais on a réussi, et depuis début octobre l'année dernière, on a choisi un MS en service, et sur la dernière partie, depuis le 1er janvier 2022, on achète du biométhane sur un site qui est juste à côté d'Orléans et qu'on visitera, on aura la chance de visiter la semaine prochaine. Donc voilà un peu l'approche sur la partie énergie. Derrière, bon, ça vous donne une capacité site owner. Bon, c'est une installation complètement standard que vous retrouvez dans plein d'industries. L'investissement, c'était 7 millions d'euros et on a une subvention de l'ADEME de 1,69 millions d'euros qui est allée dans le temps avec certainement bien sûr de conditions. Pour aller plus loin, toujours dans des marchés environnementaux, et je suis sur la deuxième partie, c'est aussi l'équipe qui a poussé le bouchon au long. Sur la partie sur les stands humides, c'est relativement facile de pouvoir les réutiliser parce qu'on a des filières qui existent aujourd'hui en France pour faire de l'épandage et le réutiliser dans l'agriculture. Et après, on a eu une grosse discussion en interne parce qu'on avait ce qu'on appelle les cendres fines. Cette partie-là, c'est très difficile à recycler. Et on a cherché, et les équipes n'ont pas lâché l'affaire, si on peut dire ça comme ça. Ils ont travaillé pour essayer de trouver une filière. On avait trouvé une filière dans les peintures, donc aujourd'hui, on recycle à la fois nos cendres. Vous voyez, c'est vraiment dans la démarche à la fois de dire ce qu'on consomme, on essaie de consommer le moins possible, mais aussi ce qu'on émet en termes de déchets, on essaie de recycler et trouver des filières là-dessus. Donc, essayer d'être le plus vertueux possible, c'est pas simple, mais en tout cas, sur cette partie-là, et ça fonctionne, et c'est en service, comme je vous l'ai dit, depuis le mois d'octobre. Un autre sujet, chaleur fatale, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, dans tous les processus, dans l'idée qu'on avait derrière, c'est que sur la partie récupération vers un autre process, comme je vous dis, on utilise beaucoup d'eau chaude, d'eau PPI, souvent des températures aux alentours de 80-90 degrés.
Et là, on a tout un processus de production d'eau sur lequel, à un moment donné, on va même consommer de l'électricité pour baisser la température, pour respecter la température dans nos rejets de sortie de site, puisqu'on doit être inférieur à 30 degrés. Donc, ça veut dire qu'on consomme de l'électrofien, faire du froid, pour baisser la température, mettre au rejet. Donc, c'était pourquoi pas mettre en place un projet de chaleur fatale, de manière à réutiliser cette chaleur, au lieu de la refroidir pour aller à l'égout inférieur à 30 degrés, de se dire on réutilise cette chaleur pour à la fois préchauffer l'eau sur la partie eau chaude sanitaire, eau chaude chauffage. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Les gains aujourd'hui, vous voyez, l'investissement, c'est environ 900 000 euros. On a eu 180 000 euros de C2E et on a fait un gain de 100 000 euros par an, ce qui correspond à 3 000 mégawatts. Autour de cet investissement, 7,2. Je pense que là, avec le coût de l'énergie qui a augmenté cette année, ce sera beaucoup plus gros que ça. Dernier point, et tout à l'heure, vous avez parlé de modélisation, etc. Donc, on a utilisé cette partie-là. Donc, on a le nouveau bâtiment. Donc, ce qu'on a fait, on a pris un référentiel LEED, c'est un référentiel américain, si je ne me trompe pas, pour la construction de nouveaux bâtiments. L'idée derrière, c'était de construire un nouveau bâtiment qui consomme le moins possible d'énergie. C'est-à-dire qu'on est reparti de zéro. On a oublié ce qu'on avait l'habitude de faire sur le site. Et on a réfléchi. Typiquement, je vous donnais, on parle d'isolation, des toits, des toitures, etc. Donc forcément, on a augmenté l'isolation. On a amené la démarche sur la photo là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la partie stockage, au lieu d'avoir des racks, un magasin standard, on s'est dit au lieu de réduire le volume et de, on va dire, chauffer ou refroidir, parce qu'on a aussi des chambres froides, des volumes, on va prendre des racks mobiles de manière à limiter le volume de la chambre froide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les magasiniers, lorsqu'ils ont besoin, ils appuient sur le bouton, le rack s'ouvre. Forcément, il y a juste la lumière qui vient dans l'allée où ils ont besoin d'aller chercher un produit. Ils ont fini, on remplit les racks. De manière à ce qu'on gagne, alors c'est un tout petit peu plus long que d'avoir un magasin standard, mais ça aussi permet, vous imaginez bien des volumes quand on a 3, 4, 5, 6 000 palettes dans un magasin. En faisant ça, on réduit de façon significative l'emplacement. Forcément, on a mis des détecteurs lumière. Ça, c'est du basique. On a essayé de faire des puits de lumière dans les grandes salles process pour utiliser au maximum la lumière de l'extérieur. Ça posait d'autres problématiques, c'est que derrière, on est parti sur la partie climatisation. Et climatisation, on a utilisé ce que nous, on appelle la modélisation, c'est-à-dire que, ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, calculer les vitesses de flux et les températures en fonction du process. Avec toutes les problématiques d'avoir les puits de lumière, vous voyez, là on checkait la vitesse. On a fait la même chose sur la partie température et humidité, de manière à répartir, positionner correctement la partie soufflage, la partie reprise, et par rapport on va dire, au design de la pièce, au design des machines. Et ça, on l'applique aussi sur d'autres applications. Nous, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui est contamination. Lorsqu'on a des contaminations, typiquement, j'ai souvenir, il y a 2 ans, on a eu beaucoup de contamination dans un vestiaire pour entrer en stérile. On a revu complètement cette modélisation. Donc, c'est un calcul mathématique qui tourne, c'est environ 2 à 3 jours, ça dépend de la résolution que vous souhaitez, mais on part, nous, sur des résolutions à peu près d'un centimètre cube en termes de. Donc, à chaque fois, on vient calculer les différentes vitesses à différentes hauteurs, et la même chose pour l'humidité et la température. Donc, ça aussi, c'est important. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'avais une question sur le TRI, en fait, vous en avez parlé. J'étais agréablement surpris de voir que vous considérez qu'un TRI de 7 ans et demi pour des projets de valorisation de chaleur fatale, ça peut passer. J'ai le sentiment que vous êtes très atypique par rapport au marché français, parce que sinon, 90% des projets finiraient par se faire. Qu'est-ce qui explique ça? C'est votre culture danoise? Ouais, vous avez trouvé la réponse tout seul, c'est la culture danoise. Aujourd'hui, c'est pas forcément, il faut qu'on justifie un peu plus en termes d'investissement. Ça passe pas du premier coup quand même. Hein. Ça tique quand même au niveau des financiers. Qu'ils soient danois et français, vous savez, quand on touche au porte-monnaie, ils ont à peu près la même réaction. Donc, non, mais après, il y a la culture environnementale. Il y a aussi la bonne sélection des projets sur chaque site. Là, typiquement, on l'a fait, pour être complètement honnête, on était le premier site de production. Et moi, j'ai pris parti en disant, Chartres, on fait en premier. Et on verra derrière en fonction des résultats. Les résultats sont plus probants que ce qu'on avait planifié. Donc, exactement. Et du coup, ça permet de dupliquer maintenant sur l'ensemble des sites industriels. Mais c'est une bonne question. Effectivement, quand on voit
en retour sur investissement qui est supérieur à 5 ans la plupart du temps. Déjà 3 ans, c'est déjà à financer. Non, mais la plupart du temps, c'est jamais plus de 3 ans. Mais après, c'est vraiment une question de culture. L'entreprise vraiment investit cette partie-là. Pour être honnête, c'est au-delà. Alors, de temps en temps, les financiers tiquent un peu, mais bon, comme c'est ancré dans la culture, ils lâchent un peu d'argent. Je me permets juste de rebondir sur la remarque qui a été faite. J'avais posé la même question, enfin, faire la même remarque. Vous avez été plus loin tout à l'heure, vous avez dit avec l'augmentation du prix des énergies, ça va raccourcir encore ce terrain. Et je pense que, enfin, aujourd'hui, bon, il y a un phénomène conjoncturel qui est paroxystique à ce niveau-là, mais je pense que cette mentalité que vous venez de souligner là, qu'il faudrait qu'on acquiert, nous, en France et partout ailleurs, elle est confortée par cette idée que ces ROI qu'on calcule, bien souvent, dans le domaine de l'énergie, c'est des ROI maximum, parce qu'il y a quand même peu de chances pour que les énergies dans le futur voient leur prix baisser fortement. On l'a vu tout à l'heure, il y a plutôt tendance que ça augmente. L'électricité, j'étais là, j'ai entendu l'électricité va baisser. Oui, bon, moi j'y crois pas trop non plus, mais bon après, je pense pas que de manière générale, les énergies vont beaucoup baisser. Donc, ces aspects théoriques, moi, je souligne votre volonté, et je trouve moi aussi que c'est extraordinaire de dire qu'on part sur un TRI de 7 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé des gains environnementaux en France, c'est ça, c'est de se dire, arrêtons de penser à 18 mois, sachant que après vos 7 années, là, qui vont peut-être se réduire à 5, voire à 4 en fonction de vous allez gagner de l'argent. C'est ça qui est aussi important. Aujourd'hui, on parle de théorie en disant si c'est supérieur à 18 mois, je ne fais pas. Mais, Je suis complètement d'accord. Et en fait, pour avoir un peu de bouteille moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la chaîne énergie. Et franchement, j'y comprends toujours rien. Non, mais vous voyez comment ça réagit. Il y a un tweet qui se passe dans le pays du Golfe. Vous avez les cours qui augmentent le lendemain. OK, il y a eu un tweet. OK, et qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Et on le voit bien aujourd'hui. Alors, nous, en beaucoup d'humilité, on dit on va prendre des experts pour nous expliquer comment ça marche le marché de l'énergie. Il va être capable de faire des projections et ça ne marche pas mieux. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé personne qui est capable de dire combien je vais payer mon mégawatt demain. Rodolphe m'envoie des petits SMS en ce moment le matin pour donner des cours en pic. À chaque fois, je lui dis, mais c'est vraiment pour me mettre de mauvaise humeur, quoi, pour trouver des prix à 600 € du mégawatt, etc. Non, mais il faut être sérieux. Bon, cette partie-là, je pense que bien sûr qu'il y a la partie financière, il faut en tenir compte, mais au-delà de ça, ce que je veux rajouter en plus, nous, comme on est toujours en train d'augmenter les capacités sur site, ça nous a franchi de faire de nouveaux investissements. Ça veut dire que comment on optimise l'énergie sur le site, c'est-à-dire que lorsqu'on a un nouvel consommateur qui arrive, avec l'économie, on s'affranchit d'installer une nouvelle installation. Typiquement, sur la partie gros froid, on avait une plateforme avec un certain nombre de gros froids. Là, les derniers bâtiments, on n'a pas acheté de gros froid, on n'a pas acheté de compresseur d'air. Donc, quelque part, pour la partie financière, et c'est ce que je dis à mon directeur financier, c'est de dire, OK, tu vois le ROI, mais derrière, quand on fait un nouveau bâtiment, qu'est-ce que tu as acheté? Tu n'as rien acheté. L'air comprimé, 0. L'eau glacée, 0. La production de vapeur, 0. Et du coup, c'est absorbé directement. Donc, c'est aussi essayer de voir de façon globale et pas forcément, j'ai sûrement des financiers dans ma salle, j'en suis désolé, mais pas uniquement réduire cette partie-là. Il y a l'impact environnemental. Est-ce qu'on s'affranchit de consommer demain ou d'installer demain parce qu'on aura économisé? Parce que souvent, on a des nouveaux tests réglementaires qui tombent avec des restrictions, des fenêtres, on va dire, qui sont plus restrictives, et du coup, ça nous génère une consommation supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment important. Mais il ne faut pas oublier, le fait, c'est que lorsqu'on installe quelque chose de nouveau, ben, on pourra ne pas l'installer. Et ça, pour moi, c'est jamais calculé dans un ROI. Ouais, je voulais juste rajouter, pendant que j'ai le micro, une chose. Il y a un autre chiffre qui m'a choqué dans votre présentation, enfin agréablement choqué, c'est vos économies sur l'eau. Ouais. Et vous avez dit sans dépenser un centime. Et alors moi, ça m'interpelle parce que aujourd'hui, je travaille notamment avec Alice sur un projet de guide qui va essayer de mettre en place des bonnes pratiques pour faire des gains avec des capex faibles. Et il me semble qu'il y a encore plein de domaines de l'industrie dans lesquels il y a des gisements, ne serait-ce que par des attitudes, enfin, des corrections sur les comportements des gens, les us et coutumes dans certaines entreprises, et aussi peut-être par une réflexion. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise pourrait être un modèle pour les nôtres on s'arrête 30 secondes par rapport à la production, on se pose et on se dit, réfléchissons à ce qu'on pourrait économiser sans capex, parce que des fois, sous nos yeux, pendant des années, on a dilapidé des ressources, alors qu'on aurait pu
sans investir un centime, les réduire. Oui, ben, de toute façon, c'est comme je le disais, on a parlé de l'eau, mais sur la partie, on a eu des discussions à un moment donné sur l'humidité en zone d'atmosphère contrôlée. Le pharmacien nous dit qu'il faut être entre 40 et 60%. Je dis pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi 40? Donc on met des billes dans les cartouches, on peut avoir un peu d'électricité statique qui peut se créer si on descend trop bas, etc. Mais on peut être à 60, donc on apprend à discuter, on est passé de 30 à 70. Mais ça a un impact fort aussi, parce que vous imaginez, même l'hiver, on peut faire de la déshumidification, donc produire du froid et consommer de l'électricité. Donc tous ces paramètres-là, je pense qu'il faut vraiment se challenger, se poser les bonnes questions. Et je dis souvent, et pour l'avoir vécu, on a fait plein de projets, à chaque fois les installateurs nous disent, ben voilà, j'ai besoin de 5 bars, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui, mais après, il faut aussi challenger vraiment ce qui est le besoin et comment on l'utilise nous derrière. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, il faut dimensionner les équipements correctement aussi, pas les surdimensionner parce que c'est pareil, ça fait aussi du gaspillage et c'est trouver le bon compromis. Peut-être la question est indiscrète, mais pour mettre en perspective, quel est en pourcentage le coût de l'énergie dans le coût de vos produits? Le coût de l'énergie, Rodolphe, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Moi, je dirais dans le coût du produit, on est entre 3 et 4%. Entre 3 et 4%. Mais ça pèse fort. Hein. Là, cette année, ça va. Pour le site de Chartres, c'est un gros mamo, 1,5 million d'euros supplémentaires. Moi, j'ai une question. Merci pour votre témoignage. J'imagine qu'au niveau de l'organisation de l'entreprise et l'implication des personnes, ça demande aussi tout ça d'être structuré, parce que on évoque souvent les services techniques pour justement l'usage, quel est l'usage réel dont j'ai besoin, parce que c'est vrai que des fois, c'est grand luxe par rapport à ce dont j'ai vraiment besoin. Mais il y a aussi tout le reste, les opérateurs qui souvent ne sont pas des énergéticiens, donc ne comprennent pas l'impact. En général, si on les forme, déjà, ils sont un peu plus sensibilisés. Vous voyez, oui, mais la culture d'entreprise est importante. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les discussions qu'on nous en interne, cette partie-là, et dans le comité de direction, on part souvent de ce sujet-là pour sensibiliser l'ensemble des opérateurs. Je pense qu'il faut communiquer sur les résultats qu'on a et sur les politiques qu'on met en place. Et typiquement, pas plus tard que hier ou avant-hier, j'étais au magasin avec mon responsable HSE et typiquement, les magasiniers ont trouvé une idée en disant on jette des cornières à un moment donné sur les palettes. Alors, je parle de déchets, je ne parle pas forcément d'énergie, mais se dire c'est dommage parce qu'on en a, celles-là, elles sont plutôt, donc ils ont commencé à les trier et les remettre dans le process. Alors, la culture, on commence à toucher du doigt cette partie-là, mais elle n'est pas facile, cette partie-là, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact on voit plus maintenant à la maison, parce qu'avec l'augmentation de l'énergie, on voit des factures augmenter, mais sur la partie industrielle, ils ont du mal à avoir des grandeurs. Parce qu'en fait, quand vous êtes en zone aseptique, vous puisez de l'eau, vous appuyez sur le bouton, il y a la bonne température qui va arriver au robinet, donc tout ce qu'il y a derrière, etc., toute la machinerie, et toute l'énergie consommée, ils n'ont pas forcément. On essaye de communiquer beaucoup, on a communiqué beaucoup sur la chaudière biomasse et tout ce qu'on peut faire au niveau du groupe. C'est souvent dans toutes les réunions trimestrielles qu'on fait sur site, on revient toujours sur c'est vraiment la partie sécurité, mais la partie environnementale et en permanence, là aussi, pour essayer de communiquer, de sensibiliser, de fermer les lumières. On a de moins en moins d'interrupteurs, mais malgré tout, on a encore les bâtiments sont grands, donc on essaye de les supprimer, de mettre de plus en plus de détecteurs, et on explique pourquoi. Vous êtes Merci. Vous êtes fait accompagner ou vous avez tiré ça? Les deux, parce qu'il y a par moments, ça dépasse notre domaine de compétences. Donc, dans des sujets typiquement sur la partie chaudière biomasse, on n'est pas des fabricants de biomasse, donc pour rien vous cacher, on a travaillé avec Engie sur cette partie-là, parce qu'ils sont déjà sur place sur le site, et on a fait un appel d'offres et travaillé avec Engie. Sur la partie chaleur fatale, bon, c'est beaucoup M. Henriette qui a développé tout seul, mais après on se fait aider par potentiellement EDF, on a travaillé avec Engie. On a un certain nombre de cabinets conseils quand on bute sur des nouveaux, comment aller chercher un C2E ou comment avoir les aides de l'ADEME. Bien sûr qu'on se fait aider sur cette partie-là, parce qu'on apprend, on continue à apprendre en fait. Il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est pas fini, c'est pas pour ça qu'on est bon d'un point de vue énergétique, parce qu'on a encore plein de gaspillage, il y a plein de choses à faire. Là, on est en train de travailler sur la ventilation, on a un projet qui va s'étaler sur 3 ans, on a plus de 80 centrales de traitement d'air sur le site. Donc voilà, donc on essaie de faire étape par étape. On a fait la phase 1 l'année dernière qu'on a terminé. On est en phase 2 maintenant sur la partie ventilation, parce que c'est l'ensemble du site est climatisé. Vous imaginez bien 40 000 m² climatisés. Il y a aussi un peu d'énergie, du froid, du chaud, de la vapeur, etc. Et oui, pour répondre à votre question, on se fait accompagner.
Merci pour ces bonnes pratiques. Vous nous avez présenté principalement des actions d'économie d'énergie sur les utilités. Oui. Avez-vous décelé des solutions de rupture sur le process? Alors sur le process, on peut remettre, on a des idées pour limiter le nombre de rinçages et sur la partie, on fait de la, alors je ne sais pas si je vais rentrer, vous m'arrêterez si je suis trop technique, mais sur la partie lavage et stérilisation, pour l'ensemble des composants et l'ensemble du matériel qu'on utilise en zone aseptique, on fait du lavage. Et quand on fait du lavage, alors nous on est plutôt haut en termes de qualité, parce qu'on fait chaque rinçage par exemple avec de l'eau PPI. Donc là, la question se pose, et je sais que d'autres labos ne le font pas comme nous, c'est-à-dire qu'on réutilise l'eau pour faire les premiers rinçages. Et le dernier rinçage, vous venez utiliser de l'eau PPI de manière à vérifier la conductivité et être sûr qu'il n'y reste pas de détergent et pouvoir libérer ensuite la charge. Ça, c'est des choses qu'on regarde en termes de process, mais qui est vu de plus, on va dire, plus d'un niveau corporate, parce qu'on a les mêmes procédures, les mêmes façons de faire sur l'ensemble des sites de production dans le canton. Ça a répondu à votre question? C'est juste un exemple, et on a la droite, on a des tunnels de dépurigination, c'est pareil, on a baissé les températures, mais ça, il faut qu'on travaille avec les personnes des process. Mais certains ont des bonnes idées en termes de réalisation. Tout d'abord, je rejoins les premiers intervenants. Merci pour ce TMI rafraîchissant. Et j'aurais aimé savoir quel pourcentage de consommation de chaud vous couvrez avec la biomasse. Aujourd'hui, sur la biomasse purement de chaud, c'est 85%, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Le mois dernier, on était à 90%, Rodolphe, tu me trompes, le dernier tableau de bord j'ai vu, 90% sur le mois de février. L'objectif, c'était à 85%. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, la chaudière biomasse, il faut qu'on l'arrête une fois par trimestre pour faire tout ce qui est nettoyage, enlever les cendres, etc. Donc on ne peut pas être à 100%. Et c'est pour ça qu'on a gardé en fait l'ancienne chaufferie, qu'on garde en veille et qu'on vient juste, on va dire, écrêter les pics de consommation quand on en a, et aussi on l'utilise lorsqu'on est en arrêt technique. C'est à peu près une semaine par trimestre où on s'arrête. Donc c'est pour ça. C'est 85%, c'est l'objectif qu'on a inscrit dans le contrat avec nos amis d'Engie. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas par ailleurs à continuer à échanger sur le temps du midi. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup.